Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir le Rav Refael Sadin et le député Yossi Taïeb, bienvenue. Avec la signature d'un accord de paix historique avec les Émirats Arabes Unis, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe, nourrissant ainsi l'espoir que ce pas audacieux soit le premier d'une série d'accords clôturant 72 années d'hostilité dans la région. Rav Sadin, je me tourne vers vous pour la première question. Nous savons que cette paix est le fruit d'années de diplomatie du Premier ministre Benjamin Netanyahou auprès de pays a priori hostiles. Quelle importance donne la Torah à la recherche de paix avec ceux qui nous sont hostiles, que ce soit à l'échelle personnelle et à l'échelle du peuple ? On a une mitzvah de faire la paix pour préserver les vies, pour ne pas tuer les autres et pour amener une sorte de stabilité économique, politique, culturelle et surtout spirituelle pour que le peuple d'Israël puisse étudier la Torah sur sa terre. C'est une mitzvah. Mais il ne faut pas confondre la notion de shalom, qui est shalem, qui est une sorte de plénitude avec l'autre dans une dynamique spirituelle, avec un traité de paix aussi sympathique soit-il, qui est en réalité de l'ordre de l'intérêt économique et politique, qui n'a pas grand-chose à voir avec le shalom, la conception, le concept de shalom toranique. Alors Yossi Taïeb, en tant que député d'un parti religieux, jusqu'où pouvons-nous aller dans les liens que nous établissons avec les nations étrangères, alors que nous sommes un peuple qui a traversé les générations justement parce que nous avons toujours cherché à nous préserver de l'influence des nations ? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Faire la paix, surtout avec les Émirats Arabes Unis, on ne parle pas d'assimilation. On parle tout simplement d'une paix qui va donner, comme le disait le Rav Salim, c'est une paix qui va donner la possibilité, sur le plan économique et sur le plan d'une paix, d'une certaine sérénité qui va pouvoir résider ici en Israël pour que Israël puisse se développer, puisse étudier la Torah aussi d'une manière sereine, etc. On ne parle dans aucun cas de venir faire une paix qui va amener à une assimilation, à des mariages mixtes, etc. C'est pas de ça qu'on parle. Il y a une certaine recherche de la part des Israéliens, des cultures étrangères et la volonté d'aller visiter des autres pays. Ça fait pas peur ? Ce tourisme, je ne pense pas, c'est pas le tourisme qui va amener à des mariages mixtes. Tout simplement, c'est une possibilité de pouvoir avancer sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan, comme je l'ai dit, qu'on puisse arriver à ce que les pays arabes qui nous entourent soient, entre guillemets, un peu plus posés que ce qu'ils ont été jusqu'à aujourd'hui. Pour notre bien-être ici en Israël. Merci. Alors, Rav Sadin, pouvez-vous nous expliquer comment nous avons réussi à nous asseoir avec les représentants des Émirats Arabes Unis pour parvenir à la paix, chose qui semble impossible avec l'Iran ? Est-ce qu'il y a une explication de cette différence dans l'essence même de ces peuples ? L'essence même des peuples, il faut faire attention. Vous savez que l'homme, Adam, c'est l'anagramme de Méod. C'est-à-dire qu'il faut jamais... La Torah, elle interdit de réduire biologiquement un homme d'une identité fixe. On sait même qu'Amalek est le peuple le plus anti-Israël du monde. Les enfants d'Amalek, les descendants d'Amalek, de Haman, étudient Bnei Brak. Étudient la Torah. Et ça veut dire que c'était des très grands la Torah. Donc, il n'y a pas de limite à la liberté humaine. Un homme ne peut pas être cadré, défini, fixé, biologiquement, identitairement, comme quelque chose de négatif absolu ou de positif absolu. Ça n'existe pas. L'essence de l'humanité, c'est la liberté. C'est le libre arbitre. Donc, il y a par contre des forces culturelles très puissantes et des forces religieuses très puissantes. L'Iran, le schisme... C'est-à-dire que, je veux bien comprendre, Rav Sadin, c'est-à-dire que ce que la Torah nous définit comme peuple d'Amalek, peuple de Canaan, tous ces peuples-là, maintenant, vous voulez dire que ce n'est plus forcément une identité par rapport à... Il existe des forces culturelles spirituelles qui sont amaléciques, qui appartiennent à Amalek, qui appartiennent au peuple de Canaan, qui appartiennent à Yafet, la Grèce, etc., etc. Ça existe. Mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus... On doit le comprendre, nous, en tous les cas, non pas biologiquement, mais comme des forces civilisationnelles, des forces de culture, des forces spirituelles même, qui sont inhérentes à tous les peuples. Et bon, c'est sûr qu'en Iran, il y a plus de schisme qu'à Paris, mais on était tous mélangés aujourd'hui avec le monde global. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une cassure très forte entre le schisme et le sunnisme. C'est pas du tout pareil. Et il y a quelque chose d'eschatologique, de très prophétique dans le schisme. C'est la structure même de leur religion, de penser en termes politiques de la fin des temps, et donc forcément
façon belliqueuse à toute altérité comme Israël qui représenterait un corps étranger dans le monde islamique, etc., etc. Donc on aura beaucoup plus de mal avec eux par définition, alors que il faut savoir que ces États, avec tout le respect qu'on leur doit, ils n'ont pas vraiment une histoire comme l'Iran. C'est des États assez modernes qui ont été construits après la décolonisation, qui sont des États surtout qui ont profité d'une manne pétrolière fabuleuse et qui ont construit des villes ahurissantes de modernité. Ce qui fait qu'ils ne sont pas tellement intéressés par... Ils veulent faire du business en gros. Et donc il n'y a pas derrière cette force idéologique très puissante qui est en Iran. Donc la paix avec l'Iran, je crois qu'elle serait impossible avec le Mashiach qui vienne, à moins qu'il y ait un changement de régime, mais c'est le Mashiach qui va s'en occuper, je crois, l'Iran. Je vous remercie. En mars dernier, alors que les cas de Covid-19 augmentent drastiquement dans le monde, Israël prend la décision de fermer ses portes aux non-citoyens, interdisant l'accès à la terre d'Israël à la moitié des Juifs du monde, pendant l'une des pires crises de santé publique de l'histoire. Donc Yossi Tayeb, vous qui œuvrez pour la facilité d'accès à la Terre Sainte au plus grand nombre, comment vous positionnez-vous face à une telle décision qui a mis en émoi les Juifs de diaspora? Il faut comprendre d'où vient cette décision. Cette décision a été prise en mars par le comité, par la commission de Corona, pour pouvoir stopper cette chaîne de contamination. C'est le but. C'est-à-dire que le seul but de l'État d'Israël aujourd'hui était de stopper justement cette contamination. La façon la plus facile, entre guillemets, de pouvoir stopper, c'était tout d'abord de fermer les frontières pour pouvoir être à un stade de pouvoir donner une réponse immédiate aux citoyens, tout d'abord israéliens, aux habitants israéliens. On sait que le système de santé israélien, on n'a pas assez de lits pour pouvoir hospitaliser une masse de personnes qui seraient venues peut-être pendant les fêtes de Pessah, comme on a l'habitude de voir justement ce judaïsme du diaspora qui vient en masse pendant Pessah et qui vient en masse pour Rosh Hashanah et pour Sukkot. Donc cette décision qui a été prise a été une décision tout d'abord Par manque de moyens. Par manque de moyens, c'est clair, et tout d'abord par obligation. On a une obligation de subvenir aux besoins tout d'abord de ceux qui habitent ici en Israël. Alors voilà, c'est justement pour ça que je voulais vous demander ça, parce que est-ce que ça semble pas être l'opposé de l'esprit d'Israël qui symbolise la terre de refuge pour tous les Juifs de diaspora, et à ce moment-là, au moment où ils ont besoin... Si la décision qui a été prise aurait été prise d'une manière beaucoup plus globale et beaucoup plus large, en disant on arrête la LIA pour Israël, j'aurais été d'accord avec ça. C'est-à-dire j'aurais été d'accord avec vos propos. Mais du fait que la Aliyah pour Israël n'a pas été stoppée, Israël continue, et d'ailleurs on le fait au sein de la commission de l'Aliyah de Klita, de pouvoir alléger les problèmes bureaucratiques, pour pouvoir alléger cette Aliyah qu'elle puisse, oui, se créer et que les Juifs de la diaspora puissent venir. Qui a été conséquente d'ailleurs pendant cette période. Qui a été conséquente, et quand bien même justement de ce problème de manque de préparation du ministère de la Santé, des hôpitaux, des lits qui sont là, on est en manque, la Aliyah n'a pas été stoppée, bien au contraire. En parallèle à ça, oui, le tourisme a été stoppé, car on a une obligation envers les gens qui habitent ici, et le devoir de leur donner ce répondant au niveau sanitaire. Donc il faut faire la différence des choses. Est-ce que vous voyez maintenant, actuellement, une amélioration de la volonté politique de faire venir les Juifs, d'ouvrir les frontières? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Au niveau de la Aliyah, on en parlait encore. Mais en dehors de l'Aliyah, en dehors de l'Aliyah, mon cabinet s'occupe, et je dirais 24 heures sur 24, c'est clair, presque 7 jours sur 7, jusqu'à l'entrée de Shabbat et à la sortie de Shabbat de cas, des permissions de cas très précis, qui rentrent dans les critères de la loi, qui donne la possibilité à des personnes qui habitent à l'étranger, que ce soit de l'Amérique, de la France, de la Belgique, de pouvoir entrer en Israël pour des cas dont la loi le permet. Mais j'aimerais mettre le doigt sur un point, je pense, essentiel. On n'a pas vu de discrimination au sein des pays comme la France, par exemple, de répondants sur le plan sanitaire. Si cette chose avait été le cas en France, où des Juifs n'auraient pas pu avoir la possibilité d'avoir un répondant dans les hôpitaux, etc., alors oui, on aurait eu, nous, en tant que seul État juif dans le monde, de subvenir aux besoins des Juifs qui sont dans le diaspora. Mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a tout d'abord le devoir de donner réponse aux Juifs qui sont là, et si on avait fait l'inverse, on aurait
On aurait fauté envers ces juifs du diaspora dans lequel on n'aurait pas pu donner de réponse. Merci Yossi Taïeb. Alors Rav, justement pour rejoindre les paroles de Yossi Taïeb, du point de vue de la Torah, est-il préférable de préserver la santé des citoyens israéliens, même au risque de laisser nos frères de diaspora dans la difficulté, dans des pays où la crise ne fut pas aussi bien gérée qu'en Israël, ou faut-il au contraire faciliter leur retour? Sur la question théorique, la responsabilité d'un juif par rapport à un juif ne dépend pas de la nationalité, bien entendu. Mais comme l'a dit M. Tabi, il a entièrement raison, c'était un problème théorique, puisque je ne pense pas que des juifs voulaient venir en Israël pour être soignés. Ce n'était pas la question, ils voulaient juste rendre touristique. Beaucoup ont eu peur. Oui, ils ont eu peur, mais c'était psychologique, c'était pas réel. Ceci dit, il y avait aussi un autre problème technique. Imaginez qu'Israël aurait dû fermer nos frontières au monde entier, sauf aux juifs. Vous imaginez le scandale mondial, quoi. Vous êtes raciste, vous êtes prêt à accueillir des juifs en tourisme, mais pas des non-juifs, des catholiques, non. Impossible, c'était impossible. Mais au point de vue de la halakha. La halakha est née que si, mais je vous dis que c'est théorique, si effectivement il y avait des juifs là-bas qui étaient en danger de mort, et que le seul moyen de les sauver c'était de les faire venir ici, même si en les faisant venir on prenait un risque pour la population ici, la halakha nous stipule que Picouar des Fèches se doit de les amener ici pour les soigner. Mais je vous dis, c'est un cas théorique, ça ne s'est pas passé. Comme l'a dit M. Taïeb, il y avait assez d'hôpitaux, même peut-être plus de moyens thérapeutiques pour cette crise sanitaire. En France et même en Allemagne, vous savez qu'ils ont envoyé des malades en Allemagne, parce qu'il y avait beaucoup plus de places en Allemagne. Donc cette question ne s'est jamais posée. Très bien, je vous remercie de vos interventions. Qu'Hachem vous bénisse et à la semaine prochaine pour la prochaine émission. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle de l'ivret Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.